Merci beaucoup, Madame Tilikat Falida, de cette présentation. Je dis bonjour d'abord aux étudiants, bonjour chers collègues. Je vous remercie d'être là. Je tiens à remercier d'abord mon ami et collègue Falida Tilikat de l'organisation de cette journée d'études. Comme on l'a dit au début, donc c'est devenu une tradition au département de français que d'organiser des journées d'études destinées aux étudiants de master, de première et de deuxième année. Ce sont des journées d'études qui portent sur la méthodologie de rédaction du mémoire de fin d'études et tout ce qui va avec. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai décidé j'ai choisi de vous parler d'un point qui suscite un peu la curiosité des étudiants, mais aussi je pense que c'est plus un besoin qu'une curiosité. Beaucoup d'étudiants me demandent souvent comment analyser les données. Et ça tombe bien parce que là j'interviens après mes collègues qui ont déjà abordé la question du corpus, la question des méthodes d'enquête, les questions de contextualisation. Et donc là, je vais aborder le traitement des données. Quand on parle de traitement des données, c'est en fait l'analyse des données, ce qu'on doit mettre dans la partie empirique. Quand on a exposé ces résultats de recherche, quand on a présenté ces résultats de recherche, eh bien, il faut procéder à l'étape d'analyse, à ce qu'on appelle l'analyse ou bien le traitement des données. Alors, donc le traitement qualitatif des données langagières dans un mémoire de fin d'études, c'est l'intitulé de mon intervention. Je vous présente le plan. Donc, je vais parler d'abord de la présentation des résultats de recherche. Donc, quand on a mené nos enquêtes sur le terrain, quand on a collecté notre corpus, eh bien, on va procéder, quand on a fait notre cadre théorique, Madame Belkacem en parlait ce matin, quand on a fait l'état de l'art ou la littérature sur le sujet, eh bien, on procède à la collecte du corpus. Parfois, les deux opérations se font en même temps, concomitamment. Donc, on présente les résultats de recherche dans la partie empirique du mémoire de fin d'études. On restitue les données que l'on a collectées sur le terrain, ou à partir de notre terrain, que le terrain soit physique ou numérique. On procède ensuite à l'analyse qualitative. Donc, qu'est-ce que l'analyse qualitative? Il faut savoir qu'à la base de toute analyse qualitative, il y a une écriture intelligente, il y a une écriture conceptualisante. Je parlerai du traitement sémantique des données, de la thématisation et de la catégorisation des données issues des enquêtes de terrain, issues des enquêtes par observation ou par enquête, ou par questionnaire ou par entretien. Je vais parler ensuite de la discussion, de la conceptualisation des données, des résultats de recherche, et je vais finir par des exemples. Alors, pour la présentation des résultats de recherche, alors on sait qu'une fois le protocole d'enquête présenté, rédigé et détaillé, je crois que vous suivez un peu les cours qu'on vous dispense sur YouTube, mais les cours en présentiel aussi. On vous a déjà parlé de ce qu'est un protocole d'enquête. Donc, quand vous avez fait rédiger votre protocole d'enquête détaillé, lorsqu'on a parlé du récit du déroulement de l'enquête, on a insisté aussi sur ce point-là. Il faut réciter, il faut narrer le déroulement de l'enquête. Il faut procéder à la présentation des résultats issus de vos enquêtes ou de l'observation de votre corpus. Donc, c'est un chapitre à part où vous devez présenter d'abord les résultats et ensuite vous procédez à leur analyse. Donc, la présentation des résultats consiste en quoi? Elle consiste à expliquer le nombre de questionnaires, si vous avez fait une enquête par questionnaire, que ces questionnaires, donc comment ils ont été administrés, récupérés, le nombre d'entretiens réalisés, les données collectées à partir d'un corpus préexistant à la recherche, documents, capture d'écran, enregistrement. Madame Guedesh en a parlé tout à l'heure. Il faut présenter les résultats dans l'ordre de leur obtention via les outils d'investigation et d'une manière structurée. D'accord? Si ce sont des questions, par exemple, dans un questionnaire, il faut présenter les différentes questions et pour chaque question, les réponses obtenues. Alors, il faut mettre la question et faire suivre toutes les réponses qui s'y rapportent. Il faut procéder auparavant à un dépouillement manuel des questionnaires. C'est-à-dire, vous prenez tous les questionnaires, vous mettez la première question, vous pouvez faire ça à la main, c'est-à-dire écrire la question et ensuite
prendre tous les questionnaires un à un et mettre toutes les réponses à la première question, toutes les réponses à la deuxième question, toutes les réponses à la troisième question pour croiser les réponses de vos enquêtés. D'accord ? Pour comparer les réponses de vos enquêtés, et ça vous permet de gagner du temps et de vite voir les différences, les similitudes entre les réponses, voir, M. Mliani en parlait tout à l'heure, s'il y a des thèmes dominants, s'il y a des récurrences notamment. Alors, voilà, alors dans la partie présentation des résultats, certains étudiants, beaucoup d'étudiants me posent parfois, ou nous posent parfois les mêmes questions. Est-ce qu'il faut tout mettre? Est-ce qu'il faut mettre toutes les réponses? Quand on a administré un questionnaire et qu'on a des réponses longues, quand on a fait un entretien et qu'on a des réponses très longues à nos questions, est-ce qu'il faut tout mettre? Non, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le corps du mémoire. Les réponses intégrales, vous les mettez en annexe. Dans la partie pratique où vous présentez les résultats, vous ne mettez que des extraits et des extraits significatifs par rapport à votre objet d'étude, c'est-à-dire des extraits qui se rapportent précisément à votre sujet. Parce que parfois, il y a des digressions, parfois il y a des réponses inexploitables, parfois il y a des développements qui ne sont pas forcément pertinents pour votre sujet. Donc, vous les mettez en annexe. Mais de toutes les façons, en annexe, il faut mettre l'intégralité des réponses, l'intégralité des données, l'intégralité des captures prises sur Internet, l'intégralité du document, si c'est un document audio ou autre. Alors, pour ce qui est de l'organisation et de la restitution des données, restituer, c'est rendre, c'est-à-dire les données que vous avez collectées sur le terrain, il faut les mettre maintenant sur papier, il faut les rédiger, il faut les présenter, mais de façon ordonnée. Alors, il faut procéder à la présentation, transcription des données. M. Benhallou en a parlé, je crois, et Mme Gueddache aussi, comment restituer les données par le biais des différentes transcriptions. Donc, on a différentes sources, on a mené différentes enquêtes par questionnaire, entretien, observation participante, observation participante et observation active. Et participation observante, voilà, merci. Autres documents écrits ou audiovisuels, on a aussi des images, ça peut faire l'objet aussi d'une collecte de corpus. Donc, on va regrouper tout ça sous forme de verbatim, c'est-à-dire de documents où on met les données à l'état brut avant de procéder à leur dépouillement. On procède aussi à un travail de transposition des données issues du terrain. Les notes de terrain, par exemple, consignées hâtivement dans un journal de bord ou dans un carnet de bord ou dans un journal. Quand on a mené une enquête, il y a beaucoup d'éléments que l'on a observer sur le terrain. Il y a des éléments qui relèvent des faits linguistiques ou des faits discursifs, mais il y a tout ce qui est paraverbal, par exemple, tout ce qui est condition du déroulement de l'enquête. Tous ces éléments-là, vous les avez consignés à part, dans un carnet de bord, et là, il faut aussi procéder à la narration de ces éléments qui, parfois, expliquent certains discours ou qui expliquent certaines pratiques linguistiques, qui ont une influence du moins sur les pratiques discursives et linguistiques de nos enquêtés. Il y a aussi tout ce qui a trait ou tout ce qui relève du paradoxe de l'observateur. Mme Begdesh en a parlé tout à l'heure aussi. Le paradoxe de l'observateur, c'est quand lorsqu'on fait l'objet d'une enquête et que l'on sent le poids du regard de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Donc, ce qu'on appelle le paradoxe de l'observateur, c'est-à-dire, je l'ai expliqué, c'est Lebov qui a développé un peu ce concept. Il faudrait recueillir du corpus auprès des enquêtés et les observer au moment où ils parlent sans qu'ils ne se sentent observés. Alors, dans le commentaire, donc quand vous avez les réponses des enquêtés, quand vous avez une capture d'écran, quand vous avez un extrait d'un document, lorsque vous avez l'énoncé que vous soumettez à l'analyse, vous allez le commenter dans un premier temps. Vous allez produire un commentaire. Dans ce commentaire,
doivent figurer les thèmes les plus importants, d'accord? Les points les plus importants qui doivent, les thèmes, pardon, les plus importants qui doivent être mis en relation avec le concept. Parce que le sujet, il est en étroite relation avec le concept. Le concept théorique, par exemple, je prends moi l'insécurité linguistique, la diglossie, l'hypercorrection, on en parlait hier, l'hypercorrection, l'insécurité linguistique, la diglossie, l'alternance des codes, ce sont des concepts. Donc quand vous interrogez vos enquêtés, vous allez les interroger sur leur pratique linguistique ou sur leur pratique discursive, c'est-à-dire ce qu'ils disent à propos d'un sujet, par exemple. D'accord? Vous allez obtenir des réponses qui sont en rapport avec le concept que vous voulez vérifier. Vous voulez vérifier s'il y a insécurité linguistique, s'il y a hypercorrection, s'ils font preuve d'hypercorrection, s'ils commettent l'hypercorrection, si vous voulez, s'ils ont, je ne sais pas moi, une représentation donnée de la norme, par exemple. Donc vous allez les interroger de façon à avoir à vérifier ce concept. D'accord? Et donc, le thème, il est en étroite relation avec le concept. C'est pour ça que quand vous allez commenter des énoncés, lorsque vous allez commenter les réponses de vos enquêtés ou les documents que vous analysez, les discours des internautes par exemple, vous allez faire référence au concept. Donc vous allez non seulement expliquer la réponse de vos enquêtés, interpréter, puisqu'on est dans une démarche interprétative, mais aussi mettre en rapport le sujet avec le phénomène, le concept. Le concept, en fait, c'est quoi? Le concept, c'est un phénomène auquel on donne un nom savant, une appellation savante que l'on utilise dans le jargon d'une spécialité donnée. J'ai donné l'exemple de l'insécurité linguistique, par exemple. L'insécurité linguistique, c'est quand un locuteur, par exemple, s'excuse avant de prendre la parole ou dans une langue donnée. C'est une preuve d'insécurité linguistique. L'hypercorrection, par exemple, c'est quand je veux utiliser un style recherché et que je commets une erreur. N'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est un phénomène que les chercheurs ont observé et puis on va lui donner un nom et on le théorise, on le conceptualise à l'aide d'enquêtes, à l'aide de recherches, on vérifie ce phénomène, la récurrence de ce phénomène et puis ensuite on lui donne un nom. Les concepts évoluent, les concepts sont critiqués, sont discutés à la lumière de travaux à travers le temps, etc. Donc ils sont relativisés, les concepts, ils sont discutés, parfois ils sont aussi abandonnés dans la recherche. D'accord? Donc il y a des concepts auxquels on ne recourt plus, il y a des concepts qui ne sont plus pertinents ou qui ne sont pas pertinents dans des contextes particuliers. Alors, le but est d'analyser les données pour faire émerger du sens et le soumettre à l'analyse. C'est-à-dire quand vous allez analyser les données de vos enquêtés, les pratiques linguistiques, le corpus de manière générale, vous allez faire émerger du sens. C'est-à-dire vous allez rendre intelligible, explicite le sens à vos lecteurs, à vous-même d'abord et ensuite à vos lecteurs, à la communauté, à vos pairs, à la communauté scientifique, aux gens qui s'intéressent au domaine, à votre domaine de recherche. Alors, le phénomène étudié doit aussi être expliqué en fonction du contexte. Madame Pilicat en a longuement parlé ce matin. Le contexte, il est social, culturel, historique, géographique, culturel aussi, religieux. Donc, il y a des éléments paralinguistiques, on va dire, qui expliquent certaines pratiques linguistiques ou certaines pratiques discursives. Il faut faire la différence entre ce qui est linguistique et ce qui relève de la langue comme pratique, comme structure, et de la langue comme discours. Alors l'analyse qualitative, c'est une écriture conceptualisante. Alors, Mukieli et Payet disaient que analyser, c'est répondre à des questions. Quand vous analysez les données de vos enquêtes, les réponses de vos enquêtés, que ce soit des réponses obtenues à l'issue de questionnaires, d'entretiens, voilà, des documents administratifs, des captures d'écran, des discours internautiques ou autres, vous allez répondre à des questions. Ces questions, ce sont les questions de recherche que vous avez posées au préalable, au début de votre recherche.
C'est la question principale à laquelle vous allez graduellement répondre à travers l'analyse des réponses obtenues. D'accord? Donc quand vous analysez, vous commencez à répondre aux questions que vous avez posées au départ, au début de votre recherche. Alors nous avons deux types d'écriture. Il y a l'écriture descriptive. Alors on dit d'une écriture qu'elle est descriptive lorsqu'elle a pour rôle ou fonction de restituer les faits, les événements, le fonctionnement des phénomènes langagiers, le déroulement de l'enquête. D'accord? Vous pratiquez une écriture descriptive, vous faites de la description, tout simplement. Et il y a un deuxième niveau d'écriture qui est l'écriture évaluative. Alors là, l'écriture, elle est évaluative lorsqu'elle l'énonce dans une perspective critique de discussion, c'est-à-dire lorsqu'on commence à discuter d'une réponse, discuter d'une idée fournie par l'enquêté. Lorsqu'on commence à mettre le doigt, on va dire, sur l'absence ou la présence de certains éléments, par exemple, que ce soit dans la partie théorique ou dans la partie pratique. Absence de certains éléments, absence de certains détails, certaines insuffisances. Là, l'écriture, votre regard, il est plus critique. Votre regard, il est évaluatif. Il est évaluatif. Voilà, nous sommes dans l'évaluation des propos dits, soit dans la partie théorique par des chercheurs, et là on peut avoir un regard, on peut discuter, relativiser certains concepts, et dans la partie empirique, là aussi, il y a une évaluation des dires, des énoncés produits par les enquêtés. Alors, voilà, donc l'écriture, elle est évaluative, donc dans l'état de l'art, dans la partie discussion des résultats. Il faut prêter une attention particulière à l'écriture, c'est très important. On n'écrit pas n'importe comment à tous les niveaux du mémoire, d'accord? Donc, il faut aussi avoir conscience du type d'écriture que vous produisez à chaque fois. Parfois, dans la partie empirique, on lit des travaux et puis on voit que les étudiants se sont arrêtés aux commentaires. Ils ont fait le commentaire, l'explication, où ils ont paraphrasé les dires de l'enquêté. Ce n'est pas ça l'analyse. On peut dans un premier temps reformuler, reprendre, mais après il faut aussi porter un regard critique à la lumière des concepts, des théories que nous avons mobilisées au départ, au début de notre recherche, pour analyser les données. Donc les données, vous les analysez à la lumière des concepts, de ce qui a été dit dans la littérature scientifique sur le sujet. Par exemple, vous voyez qu'il y a une évaluation négative à l'égard du français, par exemple, par rapport à l'anglais. Et puis, il y a des articles qui ont été faits sur le sujet. Donc, vous allez affirmer ou, on va dire, dire que, bon, en effet, l'enquêté a une représentation négative ou une attitude négative à l'égard du français, etc. Et vous allez montrer que ce phénomène, on l'a déjà constaté ailleurs dans d'autres travaux, que ça a été souligné par tel auteur, par tel chercheur, par tel linguiste, etc. Donc c'est là où on va commencer à porter un regard intelligent sur les données fournies par l'enquêté. Alors, l'écriture, une citation, l'écriture comme stratégie de recherche devient analytique lorsqu'elle déborde de la stricte description pour prendre la forme d'essais plus conceptuels. C'est-à-dire, vous passez à une analyse évaluative, à une analyse critique, à un commentaire critique, du moment où vous dépassez la simple reformulation, la simple description, et que vous vous mettez à un niveau conceptuel, à un niveau de réflexion un peu critique. Bon, on ne vous demande pas grand-chose dans un mémoire de fin d'études, mais il faut quand même faire ce travail de confrontation, on parlait tout à l'heure, de confrontation de la théorie avec la pratique, de la théorie avec les données du terrain. D'accord? Et je le redis, le terrain peut nous permettre de relativiser des données théoriques, de discuter des données théoriques. Pas seulement de vérifier, de confirmer les concepts, mais parfois de prendre de la distance par rapport à certains concepts, à certaines applications de certains concepts notamment.
Alors, donc on a aussi on a l'analyse de l'évaluation faite par les enquêtés. Donc on peut analyser les dires, les énoncés des enquêtés. On peut analyser l'expression, je crois Madame Begdash en a parlé, l'expression aussi, c'est-à-dire comment les enquêtés nous fournissent ces réponses, comment ils ont exprimé leurs idées. On peut aussi analyser les co-occurrences, les associations par exemple. Dans un entretien notamment, dans les biographies langagières, on part d'un thème, puis on passe à un autre thème, on associe les thèmes. Donc la façon dont les enquêtés ont d'associer les thèmes peut nous renseigner sur, peut être riche en enseignements. On peut analyser des thèmes dans une conversation aussi. Alors, je passe, je crois, rapidement à l'analyse, le traitement sémantique des données. Il me reste combien de temps, Madame Tilikat ? 5 minutes. 5 minutes, ça va. Alors, pour ce qui est du traitement sémantique des données, donc quand on a des données, des énoncés, du discours, des pratiques linguistiques, on peut procéder de deux façons. On peut procéder à un traitement sémantique, donc l'analyse ici c'est une tentative de compréhension, on est dans une démarche qualitative, interprétative toujours. L'analyse elle porte sur le sens qui est donné par mes enquêtés, ce que disent mes enquêtés, ce qu'ils me disent, donc le sens qu'ils me véhiculent ou qu'ils véhiculent à travers leurs réponses. Elle peut porter sur la signification des mots, l'analyse, sur les phrases, les données textuelles, les données lexicales que les enquêtés attribuent aux objets qui l'entourent. Les objets, ça peut être les langues. On peut avoir des représentations sur les langues, par exemple. D'accord ? Donc, on va analyser leurs mots, la dénomination qu'ils utilisent, les dénominations qu'ils utilisent pour nommer leur langue par exemple, ou leurs pratiques linguistiques, leurs pratiques d'enseignement ou autres. D'accord ? Il y a aussi le traitement, donc le traitement sémantique qui se fait d'une façon manuelle, d'accord ? On est dans un travail qualitatif. Et il y a le traitement automatique ou informatique qui peut se faire à l'aide de logiciels, mais là c'est quand le corpus il est important, quand le nombre de données est important. On fait généralement ça dans le cadre d'un travail, dans les travaux de mémoire en littérature. Lorsque le nombre est important, donc on le soumet à une analyse statistique. On a ici quelques logiciels. Alors, il faut aussi savoir que parfois les données quantitatives sont soumises à une analyse qualitative. C'est-à-dire, M. Méliani en parlait ce matin, il a dit le nombre quand il y a un thème dominant, quand il y a un thème prépondérant dans un travail. C'est très important, c'est très intéressant, il faut prêter attention à cette façon, au caractère saillant, on va dire, d'un thème, au caractère prépondérant et important d'un thème, mais cela ne doit pas vous empêcher aussi de faire une lecture fine et linéaire du corpus, parce que parfois il y a des détails qui sont plus importants que ce qui paraît dominant. Il y a des thèmes isolés, je vais dire, ou bien il y a des enquêtés qui nous fournissent, par exemple, il y a des cas isolés, il y a des représentations qui dénotent du reste des représentations, et ça permet, ça peut avoir une importance, une importance, ça peut avoir de l'importance. Voilà, pour ne pas me compliquer la vie, ça peut avoir de l'importance. Alors là, on est dans la significativité, dans le caractère significatif des données et non pas dans l'exhaustivité, c'est-à-dire le nombre important. On n'est pas obligé d'avoir un nombre important pour montrer ou attester d'un phénomène, mais on se situe à un plan qualitatif, interprétatif, on l'a dit ce matin, et ce qui nous intéresse, c'est le sens. Pourquoi on travaille, par exemple, sur des cas, des familles par exemple, on travaille sur 4-5 personnes, on fait un entretien avec 3-4 personnes intéressantes. On est dans une démarche qualitative, le nombre n'est pas important. Je voulais juste souligner un point important parce qu'on en parle. Quand vous travaillez par exemple, vous avez 15 questionnaires que vous avez administrés, il n'est pas nécessaire de faire des graphes. D'accord ? Le pourcentage là n'est pas important. Le pourcentage c'est quand vous avez 500 questionnaires, 600 questionnaires et plus. Là, vous pouvez mettre des graphes pour montrer un peu les pourcentages, etc. Et quand vous avez travaillé sur 20, 15 personnes ou 5 personnes,
le 1%, 2%, ça n'a pas de sens. Ça, je le dis juste au passage. Alors, j'ai parlé de l'analyse qualitative, le commentaire que l'on fait des données. Alors, il y a une analyse qui est très simple et qui peut vous intéresser, dont vous pouvez vous servir pour analyser les données, c'est l'analyse thématique. D'accord? L'analyse thématique où on procède par thématisation, c'est-à-dire on regroupe des sujets, où on repère des sujets, des idées fournies par les enquêtés, et on les met sous forme, on les regroupe sous forme sous un thème ou sous une rubrique donnée. Alors, l'analyse qualitative requiert une analyse thématique, une codification, voire une catégorisation sous forme de rubrique. Alors, les thèmes que l'on dégage sont représentatifs du contenu. Vous avez 15 entretiens, par exemple. Donc, vous allez procéder à la lecture des entretiens et à partir de cette lecture, vous allez dégager des thèmes. Tout comme vous faites dans une étude de texte. Vous avez un texte et vous allez dégager les thèmes les plus récurrents, les plus importants, mais les plus intéressants aussi en termes de significativité. Alors les thèmes sont dégagés à la faveur des opérations de repérage, de regroupement de données. On va repérer d'abord les thèmes, on va les sélectionner, on en a parlé ce matin, et puis on va les regrouper sous forme de thèmes ou de catégories ou de rubriques. Alors le repérage consiste en le prélèvement des thèmes pertinents par rapport au sujet, toujours, à la question principale, aux questions de recherche. Tout ce que vous relevez, prélevez du corpus doit être en relation avec vos questions, vos préoccupations posées au préalable. D'accord? Donc le choix des thèmes doit être pertinent. La pertinence, c'est que ces thèmes soient en relation avec la problématique. Voilà. Et les questions de recherche qui en découlent. Le repérage nécessite une lecture attentive et répétée des données. La lecture doit être fine, linéaire et méthodique. C'est le moment le plus intéressant de la recherche. Quand vous avez récupéré vos questionnaires, quand vous avez fait vos entretiens, quand vous avez collecté votre corpus. C'est la partie la plus importante, la plus excitante, on va dire. C'est là où vous avez tout et il ne vous reste qu'à commenter, qu'à rendre intelligible tout ça, qu'à discuter de tout ça. D'accord? Donc c'est la partie la plus importante, le recueil des données et le travail de terrain, si vous avez un travail de terrain à faire. Alors le regroupement consiste à relever les occurrences, à les évaluer, à les mesurer. Les thèmes dégagés à travers les réponses, les discours sont examinés, interrogés, comparés, confrontés les uns aux autres. Donc le même travail que l'on a fait dans la partie théorique, on va le refaire à partir des données. Là aussi, on va, d'où l'importance, je l'ai dit tout à l'heure, de regrouper toutes les réponses à une question pour essayer de comparer les réponses, pour essayer de comparer les pratiques autour d'un thème. Le thème est en étroite relation avec un concept, pas avec un thème, il y a une erreur. On pose une question, on provoque une réponse par rapport à un phénomène. Le thème et ses déclinaisons permettent de revisiter parfois le concept, c'est-à-dire la conceptualisation des phénomènes. Ça, je l'ai dit au début, je le répète, si vous avez des questions, j'y réponds plus tard. Alors là, je donne un exemple issu d'un mémoire de fin d'études réalisé en 2018 par une de nos étudiantes, Bouhenna Fatima Zohra, qui a travaillé sur les YouTubers, Ines Beauty, voilà. Et donc, elle a fait un travail intéressant. J'ai extrait un passage où elle analyse des extraits. D'accord? Il ne faut pas oublier que aussi on doit procéder au codage, on doit codifier les réponses obtenues. Par exemple, enquêté, F, fille ou femme, 33, si c'est mon enquêté numéro 33. D'accord? Vous avez différentes façons de procéder à la codification des données. Alors, je vous lis l'extrait de son travail. Dans cette rubrique, alors la rubrique, elle l'a nommée « L'anglais par opposition au français ». Donc elle a recueilli du discours des internautes et elle a vu qu'il y a une idée qui revient. Il y a une idée qui revient, c'est l'anglais qui est opposé au français. Donc elle en a fait un thème, elle en a fait une rubrique. L'anglais par opposition au français. Ça peut être le français par rapport à l'arabe. Ça peut être je sais pas moi, le berbère par rapport au je sais quoi. D'accord? Alors voilà, elle l'a nommé ainsi et
elle dit, dans cette rubrique, nous allons traiter des commentaires qui véhiculent des attitudes positives à l'égard de l'anglais. Dans l'énoncé MF 3081, parle soit en arabe, soit en anglais. Vous nous faites honte. On dirait que je suis en train de regarder une youtubeuse française. Ça, c'est un internaute qui s'adresse, ou une internaute qui s'adresse à la youtubeuse. Ici, l'usage du français, là, elle va faire le commentaire de l'énoncé, du commentaire. Ici, l'usage du français prend une connotation négative, comme si l'usage de cette langue était mal considéré. Cependant, bien que l'anglais reste également une langue étrangère, l'internaute le place au même niveau hiérarchique que l'arabe. Donc vous voyez, elle est dans l'analyse. D'accord ? Elle a quitté la description, la reformulation, et elle essaie de rendre intelligible à la lumière de la théorie qu'elle connaît et de la problématisation du sujet. La conflictualisation des langues, le conflit entre l'arabe et le français, entre l'anglais et le français. Et donc, elle essaie de réfléchir, de rendre intelligible pour elle-même déjà, et pour les lecteurs, ce commentaire de l'internaute. Il ne serait pas difficile de comprendre aussi que l'abonné rejette seulement le français, mais pas d'autres langues étrangères. Alors l'énoncé 87, essaie de parler anglais, le français est une langue, je me sens ennuyant. Ce commentaire rédigé en anglais appelle à l'usage de l'anglais et le valorise au détriment du français qui lui est qualifié de langue ennuyeuse. Ici, il est question de valeur esthétique. Donc vous voyez, ce n'est pas sorcier, vous avez les données, vous avez les énoncés et vous allez essayer à la lumière, je le dis et je le répète, de la théorisation faite sur le sujet, de la problématisation du sujet, de ce que vous avez lu sur le sujet, vous allez essayer de produire un commentaire scientifique. C'est quoi un commentaire scientifique? C'est un commentaire où vous dépassez la description pour aller, pour faire de l'évaluation, pour porter un regard critique sur les données. Voilà, donc on me dit que je n'ai plus le temps. Vous avez les mémoires de nos étudiants, ils sont en ligne. Vous pouvez les trouver dans la e-bibliothèque de la faculté des langues étrangères. Et donc, allez vers ces mémoires, lisez les mémoires et regardez comment vos camarades ont procédé avant vous, parce que vos camarades ont été encadrés, ont été accompagnés aussi dans leurs recherches. Et vous pouvez vous en inspirer. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour vos travaux de mémoire. Merci.